Luc Hervounas, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise, soutien du Val-de-Marne, soutien de Manuel Valls. Je vous propose qu'on écoute tout de suite Bruno Le Maire qui s'est exprimé ce matin au sujet du micmac autour de la primaire et de la participation. On l'écoute. Moi, je trouve que cette primaire socialiste, ça tourne à la farce. Mais la farce triste. Parce que c'est triste, d'ailleurs, même pour les électeurs socialistes, je ne partage pas leurs idées, mais je trouve ça triste de ne pas connaître exactement le nombre de votants. Je trouve ça triste de ne pas avoir d'explication claire sur ce qui s'est passé pendant ce scrutin. Enfin, nous sommes une démocratie qui doit être une démocratie exemplaire dans tous ces scrutins, que ce soit des scrutins nationaux ou des scrutins partisans. Est-ce que la démocratie est entachée avec cette primaire? Alors, venant de Bruno Le Maire, qui s'est tellement renié dès le soir du premier tour de la droite et du centre, courant vers ce nouveau héros, ce monsieur m'intéresse pas. Il y a quand même un problème démocratique? Non, mais attendez, j'ai entendu ce qu'a dit Christophe Borgel. Bon, je connais un peu Thomas Clay, le président, qui a pas l'air, enfin ça se voit même à l'écran, il a pas l'air d'être quelqu'un à qui on pourrait lui dire pousse-toi de là, je vais rajouter des voix à un moment donné. Chacun dans son intégrité, dans son éthique. La seule chose qui m'intéresse maintenant, et la seule réponse qu'on peut apporter à tout ce que j'entends, parce que moi ça m'intéresse pas de parler de dimanche dernier, c'est dimanche prochain. Mais avant cela, il faudrait quand même y voir clair sur l'organisation quand même de cette primaire. Christophe Borgel y est revenu ce matin, on l'écoute. Qui est une erreur hier matin d'un permanent du Parti Socialiste qui n'a pas actualisé les pourcentages des candidats, c'est ça? Exactement, exactement. Je l'ai reconnu. Il y a honnêtement un emballement médiatique sur une participation annoncée et reconfirmée hier soir sur près de 95% des bureaux de vote, qui est parfaitement en cohérence avec ce qui a été annoncé à midi, ce qui a été annoncé à 17h et ce qui a été annoncé tout au long de la soirée de dimanche. Il n'y a pas une petite irrégularité quand même? S'il vous plaît, Brigitte Boucher, la matinale va être courte. Si on parlait du fond des deux programmes qui s'opposent. Donc il n'y aura pas de contestation. Il n'y aura pas de contestation du côté de Manuel Valls. Le seul résultat qui m'intéresse, c'est qu'on débatte dans cet endroit de tour pour avoir encore plus de monde dimanche prochain. Allez, essayons d'avancer positivement. Alors Manuel Valls est arrivé second du premier tour de la primaire de la gauche, derrière Benoît Hamon, qui a immédiatement engrangé le soutien d'Arnaud Montebourg. Arithmétiquement, quand on regarde, c'est perdu. Vous savez, Arnaud Montebourg, en 2011, aurait dû appeler à voter Martine Aubry, il a appelé à voter François Hollande. Et en 2017, il aurait dû appeler à voter Manuel Valls. Quand on regarde en comparaison leur programme, il appelle à voter Benoît Hamon. Ça a fait la victoire de François Hollande? Non, il y a beaucoup d'ailleurs dans le discours qu'il avait eu dimanche soir, il n'y avait pas beaucoup d'entrain. Je me souviens du discours de Nicolas Sarkozy qui appelait à voter à François Fillon. Même si comparaison n'est pas raison, c'est pas tout à fait le même élan. Non, je me dis que Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, qui d'ailleurs tous les deux avaient bien travaillé et œuvré pour que Manuel Valls devienne Premier ministre en 2014, aujourd'hui se retrouvent sûrement beaucoup d'amertume et de griefs personnels plus que politiques dans les choix d'Arnaud Montebourg aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il y a une dynamique qui n'est pas favorable aujourd'hui pour Manuel Valls. Comment vous pouvez inverser la tendance? Parce que vous savez, ce qui m'intéresse toujours, je suis maire, je regarde une élection par le nombre de voix. Combien de voix nous séparent? 60 000. 60 000 voix. Je vous ai dit qu'on va essayer d'avoir encore plus de votants dimanche. Il y a une campagne d'entre-deux tours. Ce qui m'intéresse, vous savez, je vois bien aussi ce qu'on essaie de nous dessiner. La gauche qui rêve et la gauche réaliste. Moi, je n'ai qu'une gauche. Parce qu'on essaye, c'est Manuel Valls. C'est celle qui a dit ça dès Manuel Valls, il est la synthèse de la gauche qui rêve et la gauche qui est réaliste. Et entre les deux, il doit y avoir un pont. Et le pont, pour moi, il est mon candidat. Benoît Hamon, il n'y a pas de pont et on tombe dans le gouffre. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on fait toute une campagne courte, et il faut le dire, de 3 semaines, sur un marqueur extrêmement fort, d'ailleurs, qui a fonctionné, le résultat est là, il faut l'attester, sur le revenu minimum universel. Moi, je ne suis pas d'accord, et c'est ça le fond, de dire aujourd'hui que ce revenu minimum universel devient une forme d'assistanat universel pour les plus riches comme les plus pauvres. Je crois qu'aujourd'hui, les deniers publics, quand on voit la manière dont nos collectivités ont besoin de l'aide de l'État, doivent être organisées autour d'un revenu décent, parce qu'aujourd'hui, 35% de celles et ceux qui peuvent prétendre au RSA n'y ont pas accès parce que c'est trop compliqué, ou bien nos plus jeunes, entre 18 et 25 ans, doivent pouvoir avoir ce revenu décent. Et donc, moi, je préfère que l'on dise clairement les choses, plutôt que de commencer dès l'entre-deux tours les reniements, parce que le revenu universel de Benoît Hamon, tout le respect que je dois à Benoît, s'est transformé en RSA pour les jeunes.
c'est pas tout à fait la même chose. Et vous voyez, c'est ça le gap entre... Vous avez dit que c'était un exercice démocratique. Bien sûr. Respectons le vote des électeurs. Et ils se sont prononcés aussi beaucoup pour cette mesure du revenu universel. Oui, et donc, moi je suis en train d'expliquer à ces électeurs que je veux demain essayer de convaincre pour voter pour mon candidat, qu'ils ont voté pour une mesure, pour un candidat qui revient déjà dessus, parce qu'elle n'est pas réaliste. Voilà, c'est tout ce qu'il faut comprendre. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Moi, le revenu décent, c'est tout de suite. Le revenu universel de Benoît Hamon, c'est peut-être un jour. Ça veut dire que la gauche, aujourd'hui, elle est plus utopiste, elle n'est pas réaliste, elle n'a pas envie de gouverner? Écoutez, moi, je représente une gauche qui est réaliste. Je suis dans le monde réel, dans ma collectivité de 50 000 habitants au quotidien. Je gère un budget de 100 millions d'euros. J'ai 900 agents communaux. Je suis dans le monde réel, confronté à la problématique du logement, du travail, de la petite enfance. C'est aussi pour ça que Manuel Valls veut un service public de la petite enfance pour aider tous les ménages dans l'accompagnement de leurs jeunes enfants. Il n'y a pas le monde utopique et le monde pragmatique. Il faut une synthèse des deux, encore une fois. Ce que je crains malheureusement dans le programme, très imprégné, c'est normal, de son ancien think tank, La Forge, imprégné de l'idéologie altermondialiste, c'est un beau projet, couché sur le papier, mais qui n'est pas entendable, même sur le temps d'un quinquennat. Et j'entendais sur une onde radio Benoît Hamon ce matin, qui a dit textuellement je m'inquiète de la comptabilité. C'est pas comme ça qu'on gère. Et vous imaginez, demain, dans ma commune, j'aurai plein de grandes idées. Et je dis aux habitants, écoutez, moi je vais vous endetter, je vais alourdir la dette, et comme ça je ferai des impôts. Ça marche pas comme ça, la gestion. Non, mais la gestion d'un pays, ça marche pas comme ça. Un pays, il faut réenchanter le rêve républicain. C'est ce que nous faisons avec les thèmes de Manuel Valls. Il faut donner de l'espérance. Qui est irréaliste, avec des mesures irréalisables, infinançables, comme l'a dit Manuel Valls dimanche soir, lors du premier tour. Ça veut dire que Manuel Valls, il a à nouveau théoriser ces deux gauches irréconciliables, finalement. Certainement pas. Je vois encore où on veut nous emmener. C'est pas de la faute Il dit c'est irréaliste. Non, mais c'est pas de la faute de Benoît Hamon. Il n'a jamais dirigé de ville, jamais dirigé de département, ni été dans un exécutif régional. Aujourd'hui, on a, avec Manuel Valls, quelqu'un qui a dirigé une grande collectivité de la banlieue parisienne, Évry, qui a dirigé le pays, ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Il est un homme de gauche avec des valeurs de gauche. Lui aussi, comme moi, nous aimons nous projeter et rêver ensemble avec nos compatriotes, mais en même temps, nous sommes enclins de devoir leur donner des réponses qui sont à même d'être réalisées. C'est pour cela que la gauche doit réussir. Est à ce rendez-vous du 7 mai prochain. J'ai pas envie qu'on mente, j'ai pas envie qu'on se fasse plaisir, comme j'ai vu beaucoup d'électeurs qui sont venus se faire plaisir. Mais si pour vous, c'est pas la gauche du réel, est-ce qu'il y a une réconciliation possible au soir du second tour? Est-ce que vous voyez Manuel Valls, en cas de défaite, se ranger derrière Benoît Hamon et ce projet dont il a dit qu'il était irréalisable? D'abord, je ne vois pas Manuel Valls échouer dimanche soir. Et je suis persuadé que les deux candidats qui aspirent à devenir président de la République tous les deux, qui ont paraphé un engagement en étant dans cette compétition de la primaire, se plieront au résultat. Mais derrière, il y a aussi un socle qui nous est commun. Il y a plus de convergence que de divergence entre deux. C'est quoi ce socle? C'est ma famille politique, c'est le Parti socialiste. Moi, je ne veux pas que ce parti se fracasse dans le mur. Je voyais le porte-parole... Est-ce que justement, c'est l'avenir du PS qui se joue, là, sur cette élection? C'est l'avenir de la gauche telle que moi, je la rêve et que je la vis au quotidien. C'est cette gauche, vous savez, qui est devenue, quand la SFIO est morte d'une belle mort, c'était en 1969, dans ma commune à Alfortville, au congrès d'Alfortville, et est né le nouveau Parti socialiste. Et 2 ans plus tard, l'année de ma naissance, en 71, à Épinay, est né le Parti socialiste. Et ben moi, cette idée du socialisme... Mais à Épinay, justement, il y avait ces deux gauches. Ce qu'est mon histoire, eh bien, nous allons poursuivre. Il y aura dans la gauche que moi, je rêve et j'idéalise, c'est cette gauche qui parle de Benoît Hamon et qui arrive jusqu'à Manuel Valls. Il n'y aura pas d'équivoque. Et je veux d'abord convaincre nos compatriotes qui nous écoutent qu'il y a un champ du possible avec Manuel Valls et que l'on peut continuer à diriger ce pays avec de la solidarité et sans cliver les uns vis-à-vis des autres. Vous craignez qu'avec Benoît Hamon, on se coupe du pouvoir, en tout cas le PS se coupe du pouvoir pour très longtemps? Écoutez, moi je ne crains rien de personne, ce sont des camarades du Parti socialiste. Je dis simplement que je souhaite le meilleur pour les Françaises et les Français.
Je pense que ce meilleur, il est avec Manuel Valls, président de la République. Je vois ce qui est en train de se passer avec Marine Le Pen. Je vois ce qui est en train de se passer avec François Fillon. Vous savez, j'entendais au soir du premier tour Benoît qui disait on est en train de trancher la ligne politique à gauche. Non, cette primaire, elle n'est pas pour se parler à nous, la gauche. Cette primaire, elle est pour parler à la droite et à l'extrême droite. Vous voyez, on a une petite différence d'approche, chacun la sienne. En tous les cas, c'est la mienne. Il y a beaucoup de responsables qui lorgnent vers Emmanuel Macron. Est-ce qu'en cas de défaite de Manuel Valls, il pourrait y avoir une fuite en avant de ses députés, de ses sénateurs qui se tourneraient vers le candidat d'En Marche ? Je vais être très clair. Je vous invite à regarder ceux de ma famille politique qui sont déjà sous le charme d'Emmanuel Macron et sensibles aux sirènes de son porte-parole qui battait tous les plateaux télé dès le soir du premier tour. Je n'avais pas cru comprendre qu'il participait aux primaires. Ceux-là correspondent à un cycle du Parti socialiste qui se termine. Ce n'est pas ma génération. Je vous invite à regarder dans les territoires de France des femmes et des hommes comme moi qui sont attachés à ce que je définissais de l'idée que je me fais du Parti socialiste. Il n'y aura pas d'hémorragie. Justement, le Parti socialiste ne peut pas se couper en deux, là, avec d'un côté il n'y aura pas d'hémorragie. Après, notre parti, qui est un vieux parti, a connu des départs. Jean-Luc Mélenchon est parti, Monsieur Chevènement est parti. Pour autant, le Parti socialiste est toujours là. Et moi, je dis aux oiseaux de mauvais augure qui font déjà du résultat de dimanche soir l'acte de décès du Parti socialiste, qu'ils se trompent. Et je les invite à revisiter notre histoire. Il y a un socle commun. Vous savez, moi, à la mode, M. Macron est une mode. Je préfère les valeurs de gauche. Alors, Jean-Pierre Mignard s'est exprimé ce matin au sujet de cette vague Macron et il dit que François Fillon a des raisons de s'inquiéter, mais pas seulement. On écoute. Je pense qu'il a raison de s'inquiéter parce que dans les 350 comités En Marche qui existent dans le pays, il y a 150 000 personnes approximativement. Je peux vous le dire, pour l'avoir constaté, il y a beaucoup de personnes du centre, y compris des Républicains, de droite et beaucoup de professionnels, beaucoup de gens qui viennent de ce que l'on nomme la société civile. Donc il a tout à fait raison de s'inquiéter parce qu'il y a parmi les citoyens, dans les comités, un mouvement qui est, à mon avis, irrépressible aujourd'hui. Un mouvement irrépressible. C'est très significatif de tout ce qui se passe depuis des mois et des mois et des mois. Quand vous me parlez, c'est normal, d'Emmanuel Macron, on me parle de lui à la fois sur le nombre de personnes qui viennent dans ses meetings, sur ses ralliements. Voilà. On ne parle jamais du fond. On parle aussi des sondages. Il est en tête de la gauche. Oui, si j'étais élu, je serais très inquiet. Vous savez pourquoi ? Sous la 5e, tous ceux qui sont donnés gagnants à une élection présidentielle sont même pas au premier tour. Alors, il n'est pas tout à fait donné gagnant, mais il est en tête de la gauche. Il y a 3 candidats de la gauche. Est-ce qu'il ne faudra pas que le vainqueur de la primaire se désiste éventuellement au profit d'Emmanuel Macron, si toutefois Emmanuel Macron a été en tête dans les tout derniers... Observatrice politique. Quelqu'un qui commence ses meetings par une vidéo de Jean Arthuis, quelqu'un qui a le soutien d'Alaminck, quelqu'un qui travaillait pour Nicolas Sarkozy sous l'égide de Jacques Attali, quelqu'un qui a une flopée de sarkozystes déçus qui le rejoignent, quelqu'un qui voit le centre se rallier à lui, y compris tous les anciens amis du modem de M. Bayrou. Ce n'est pas quelqu'un de gauche, excusez-moi de vous le dire comme ça. Ça peut être une composante de ce qu'on appelle les progressistes, mais la majorité de ces Emmanuel Macron, c'est un homme de droite pour vous? Centre droit, oui, bien sûr. Et quand on entrera dans le dur, c'est quoi le dur pour moi? C'est pas de parler à Emmanuel Macron, il a tant de personnes qui le rallient. C'est le programme. Et vous verrez que ce programme, j'aimerais bien d'ailleurs un jour le voir réellement, il nous dit maintenant au mois de mars, vous savez, bientôt il va nous le donner après l'élection présidentielle. On se rendra compte que ce programme, c'est un programme extrêmement dur et qui n'est pas un programme de gauche. Alors le programme de Manuel Valls, on a du mal à y voir clair aussi. On a beaucoup parlé dans cette campagne de la suppression du 49.3. On a beaucoup parlé de la défiscalisation des heures supplémentaires. Oui. On sait assez peu de choses finalement du programme concrètement de Manuel Valls. Oh, Brigitte Boucher, vous êtes dure là. Service civique obligatoire, ça c'est une vraie question. On est pour, on est contre. De ne pas dépénaliser le cannabis, on est pour, on est contre. Le revenu décent, on est pour ou on est contre. Ça va réduire le chômage, ça va relancer l'économie dans notre pays. Et qui a réduit le chômage en 2016? Qui était Premier ministre? C'était pas Manuel Valls? 160 000 chômeurs de moins. Qui a fait en sorte... 524 000 depuis mai 2012. Moi, je vous parle depuis 2016 et tous les observateurs... Il est à Matignon depuis 2014. Tous les observateurs savaient que ce serait difficile, mais les réformes structurelles qui ont été mises en place portent leurs fruits. Qui a fait en sorte que 9 millions de celles et ceux qui nous écoutent ce matin, peut-être,
ont moins d'impôts? Qui invite à augmenter de 10% les petites retraites dans le programme présidentiel? Qui propose plus de pouvoir d'achat dans le cadre de l'élection présidentielle? C'est Manuel Valls. Donc je veux bien qu'on me ramène toujours à ce qui est facile, les petites musiques, les petites ambiances de campagne. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et moi, je me bats en tous les cas pour que ce programme soit mis en œuvre. Et surtout, vous savez, hein, sous la 5e, malheureusement, la gauche qui a un complexe dans son rapport au pouvoir a toujours tout mis en œuvre pour justement ne plus conserver le pouvoir. Alors, la droite, elle n'a pas de complexe. Hein, elle va nous le démontrer si jamais elle revient aux affaires. Moi, je me bats que pour une fois, on puisse démontrer que c'est possible. Il faut pour cela réenchanter notre rêve républicain, comme l'avait fait François Hollande en 2012. Manuel Valls s'y emploie, mais il faut aussi ne pas mentir à ceux qui, en ce moment, nous regardent et qui vont aller voter dimanche prochain. Je les invite à aller voter pour un programme de gauche, un programme de solidarité, et puis pour un programme qui va nous faire gagner à l'élection présidentielle. Merci Luc Warvounas d'avoir été avec nous ce matin, sénateur du Val-de-Marne et soutien de Manuel Valls. Merci.